Il m'arrive très souvent de faire des expériences d'avant-sommeil, c'est-à-dire qu'avant de me coucher, j'expérimente certaines prières, par exemple, ou j'expérimente certaines décisions, ou certains exercices de vision pour orienter la manière dont ma nuit va se dérouler. Il m'arrive par exemple juste avant de dormir, de poser des intentions. Cette nuit, je souhaite rêver de tel sujet. Et puis, ce que je fais, c'est que pendant quelques minutes, je crée moi-même, grâce à mon imaginaire, des images qui se réfèrent à ce dont je veux rêver. Et généralement, ça fonctionne. Pas toujours, mais ça fonctionne. Et ça, ce sont des petits exercices de conscience, de prise de décision consciente, qui vont forcément influencer la manière dont on va utiliser nos outils une fois que notre état de conscience sera modifié. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode interview du podcast Entre deux mondes avec Léa Lezé, mon amie médium que vous commencez probablement à connaître puisqu'on a déjà fait quelques épisodes ciblés sur des thématiques particulières. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Léa de nous parler du monde mystérieux de nos rêves. Et c'est un sujet très fort pour Léa puisque les rêves ont justement été pour elle la porte d'entrée à sa médiumnité. Je remercie infiniment Léa pour ses informations précieuses et comme d'habitude pour sa bonne humeur. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Léa, bonjour et merci à nouveau de te prêter au jeu de cet épisode podcast Entre deux mondes questions-réponses sur lequel on va aborder un sujet particulier. Ce sujet, c'est les rêves. Il y a plein de choses à dire, j'en suis sûr. On va commencer par savoir comment tu vas. Eh bien, je vais très bien, effectivement. Je suis très heureuse de ce nouveau rendez-vous qui devient finalement une sorte de rituel, en fait, et qui me fait toujours autant plaisir, surtout que le sujet des rêves est un sujet qui est très particulier pour moi. D'ailleurs, il y a même un petit peu d'émotion dans le fait d'aborder ce sujet-là. C'est la première fois que j'ai un petit trac de fond, mais je sais que c'est parce que ça fait aussi appel à mon histoire, fortement. Ma médiumnité s'est clairement ouverte par les rêves. Et donc c'est un sujet qui est très spécial et j'espère qu'on l'abordera avec autant de joie, de plaisir et surtout, de l'autre côté, ce sera écouté avec autant de joie et de plaisir que d'habitude. Ok, alors on va commencer en tapant large. Qu'est-ce qui se passe durant nos rêves ? Waouh, alors là, tu balances une question comme ça, là, de but en blanc. Est-ce que vous avez 8 heures devant vous ? Il se passe une multitude de choses, en fait. Le rêve, c'est un processus naturel qui est encore très mal compris. C'est-à-dire qu'on peut en faire beaucoup de suppositions, mais en donner aucune vérité, à mon sens. Alors, biologiquement parlant, il y a certainement toutes sortes de vérités que je ne connais pas. Mais d'un point de vue subtil, c'est un domaine qu'on explore encore avec de nombreuses questions qui n'ont pas encore obtenu de réponse. Moi, je peux forcément en parler qu'avec le prisme de ma compréhension et de mon expérience. J'ai vécu énormément de choses au travers des rêves. J'ai expérimenté toutes sortes de rêves. Des rêves qui étaient l'expression à la fois de mon mental et de mon émotionnel, mais qui étaient aussi l'expression de mémoire de vie passée. J'en ai expérimenté d'autres qui étaient des contacts défunts ou des contacts avec des guides. J'en ai expérimenté qui me permettaient de découvrir d'autres mondes. Enfin, j'ai vraiment vécu des choses diverses et variées. Et puis, le rêve, c'est un passage d'un état de conscience à un autre. C'est ce qui permet aussi parfois de faire des voyages astraux. C'est un processus qui est absolument magique, mais que je ne peux pas dire le rêve sert à ça, étant donné qu'il sert à une multitude de choses. Effectivement. Concrètement, pour toi, tu as dit que le rêve, ça avait joué un rôle important. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, en nous racontant un peu ton parcours autour du rêve, comment ça s'est mis en place tout ça ? Alors, effectivement, j'ai bien compris avec le temps, parce que c'est forcément, c'est en faisant des rétrospectives qu'on se rend compte de ce qui a pu exister dans notre réalité. J'ai grandi avec un lien au rêve qui était très particulier, puisque j'ai toujours fait des rêves très très clairs, extrêmement clairs. Je ne crois pas avoir fait une seule nuit sans rêve de toute ma vie. Je crois que ça ne m'est pas arrivé. Tu veux dire sans te souvenir des rêves ? Non, sans rêve, parce qu'en fait, les rêves ont tendance à laisser même des résidus.
même quand on s'en souvient pas, on se souvient avoir rêvé, mais on n'est pas forcément capable de dire de quoi on a rêvé. Mais il y a un souvenir diffus d'avoir rêvé. Et ça, c'est le moins que j'ai pu expérimenter en matière de rêve. C'est-à-dire que j'ai dans mon entourage des personnes qui m'expriment n'avoir presque jamais rêvé ou avoir fait très peu de rêves, voire des nuits où ils s'endorment et se réveillent sans qu'il y ait quoi que ce soit entre les deux. Ça ne m'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Et autour de l'âge de 7 ans, lorsque j'ai commencé à avoir mes premières expériences médiumniques, il y a eu notamment une expérience en particulier qui a été ma première terreur nocturne, qui a marqué le début d'une sorte d'initiation au rêve et au contact par le rêve. Donc là, ça a été une initiation clairement terrifiante, mais ça a été une première porte pour moi et j'ai compris à ce moment-là que peut-être l'état de sommeil et l'état de rêve pouvaient permettre à des êtres que je ne voyais pas d'entrer en communication avec moi et surtout de me transmettre des images, de me transmettre des mots, des sons, des sensations même parfois corporelles. C'est-à-dire que j'ai déjà touché des fantômes. Voilà, j'ai déjà senti la main de quelqu'un qui m'imposait une terreur nocturne. Il y a eu toutes sortes d'expériences de ce type-là, et ça a commencé par le rêve, par des rêves très très clairs. Ok. Tu vois, là, quand je t'écoute, je me pose la question du coup de... Est-ce qu'il y a, à ton sens, quelqu'un, j'imagine, je pense au guide, hein, mais peut-être notre conscience supérieure, qui en est vraiment notre âme, qui quelque part verrouille cette expérience-là ou contrôle le truc, tu vois, pour pas, entre guillemets, laisser la porte ouverte à n'importe quoi, ou pour nous faire venir ce qui est juste pour nous, tu vois. Comment, finalement, qui pilote le truc, quoi? Je dirais que naturellement, on a des mécanismes de protection, tout comme notre corps est constitué d'une peau qui nous préserve de l'extérieur. Nos différents corps subtils sont dotés eux aussi de parois qui ne sont pas faits de la même matière, qui sont généralement de matière éthérique pour les plus proches de la matière, qui permettent effectivement de préserver une sorte de champ de force qui évite à n'importe quoi d'entrer dans notre champ vital. Un petit peu comme, par exemple, il y a une atmosphère autour de la Terre. C'est un peu le même principe. Mais ça n'empêche pas le passage de tout. Il y a des météorites qui s'écrasent sur Terre et donc on peut avoir aussi certaines rencontres qui passent au travers de ces barrières-là. En fait, ce qui va faire la différence, c'est notre intention et la capacité qu'on a à mobiliser nos outils du corps mental. Le corps mental, c'est celui qui oriente l'intention et qui oriente la conscience. Plus on a un corps mental qui est, alors j'ai envie de dire fort et orienté vers quelque chose de conscient, d'ouvert, plus on va être en mesure de mettre en place des barrières qui vont nous protéger et nous aider à comprendre les phénomènes qui peuvent nous attaquer. Alors j'utilise le mot attaquer, c'est un petit peu fort, mais c'est ce corps mental-là qui va permettre de nous préserver d'une certaine manière. Quand j'étais enfant, mon corps mental était clairement beaucoup trop faible, entre guillemets, pour empêcher ce genre de visite, alors qu'aujourd'hui, je n'ai plus de terreur nocturne effrayante. Par contre, je vis encore des rêves extrêmement clairs et extrêmement intéressants, quoi. Mais cette histoire de corps mental, d'intention, du coup, c'est un processus conscient ou c'est un processus inconscient? Ça veut dire que, en gros, c'est quelque chose qui émane de toi quand tu es en état d'éveil et tu te dis ok, non, moi je veux pas me faire embêter et du coup je ferai pas embêter, ou est-ce que c'est quelque part dans ton état modifié de conscience pendant la nuit, ou quelque part tu as cette force de cet état mental qui te dit non, moi je mets les protections et vous m'embêterez pas? Pour moi, c'est à la fois quelque chose de naissance innée, c'est-à-dire qu'on va naître avec un corps qui a ses facilités et qui a un peu ses faiblesses, entre guillemets. On va aussi naître avec un corps mental qui va être plus ou moins fort et qui va être plus ou moins orientable au départ. Mais peu importe avec quelle faculté on est, plus on va s'entraîner consciemment à, j'ai envie de dire, magnifier notre corps mental et faire en sorte qu'il s'oriente vers quelque chose de conscient et
et de fort, parce que le corps mental a besoin d'une certaine force, mais orienté vers le mental supérieur. Le mental supérieur, c'est celui qui est connecté aux ressources innées de l'âme. C'est le mental supérieur qui va nous permettre de mobiliser nos outils naturels à la fois de protection, d'exploration, de connaissance et de tout ce qui est. À partir du moment où on laisse le corps mental s'affaiblir, il va plutôt se transformer. Alors ce sont des mots repères, hein, on est d'accord que ce sont des mots juste pour repérer les faits. Il va s'orienter plutôt vers un mental inférieur, dit inférieur, c'est-à-dire qui va être soumis à nos émotions. Et plus on apprend à maîtriser nos émotions et à faire en sorte que le corps mental nous serve de véhicule de décision, de véhicule de conscience, et surtout d'outils qui nous permettent de mobiliser toutes nos forces, plus on va être capable, même dans un état de conscience modifié comme le rêve, de pouvoir se protéger de la plupart des déséquilibres extérieurs qui vont nous être affligés, tout simplement. Donc pour essayer de simplifier ce que j'ai dit, parce que j'ai conscience que c'est pas super, c'est pas super facile. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, on comprend l'idée, mais on a probablement du mal à voir en pratique comment est-ce qu'on met ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on travaille ce sujet? Alors pour travailler ce sujet, bon déjà on parle quand même d'années de pratique et je peux pas prétendre moi-même avoir abouti complètement cette pratique parce que c'est un travail quotidien, mais je crois que d'une certaine manière il y a à la fois la nécessité d'être conscient de sa propre force, c'est-à-dire simplement d'affirmer intérieurement la force que l'on détient, notre capacité d'avoir les deux pieds sur terre, d'être bien centré, d'être bien là en nous-mêmes, la conscience de l'invulnérabilité, même si elle n'existe pas totalement, mais le fait de se sentir, on va dire, invulnérable, ça aide justement à se renforcer et à surtout ne pas laisser de brèches éthériques dans nos corps éthériques. Et il y a aussi la nécessité, par exemple, consciemment de prendre des décisions. Là, si on doit faire un rapport avec le rêve, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, il m'arrive très souvent de faire des expériences d'avant-sommeil, c'est-à-dire qu'avant de me coucher, j'expérimente certaines prières, par exemple, ou j'expérimente certaines décisions, ou certains exercices de vision pour orienter la manière dont ma nuit va se dérouler. Il m'arrive par exemple juste avant de dormir, de poser des intentions. Cette nuit, je souhaite rêver de tel sujet. Et puis, ce que je fais, c'est que pendant quelques minutes, je crée moi-même, grâce à mon imaginaire, des images qui se réfèrent à ce dont je veux rêver. Et généralement, ça fonctionne. Pas toujours, mais ça fonctionne. Et ça, ce sont des petits exercices de conscience, de prise de décision consciente, qui vont forcément influencer la manière dont on va utiliser nos outils une fois que notre état de conscience sera modifié. Ok. Tu parlais tout à l'heure des terreurs nocturnes et tu en as eu un certain nombre. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont sensibles. Quel est le sens, quelque part, tu sais, puisqu'on part du principe que tout ça, on le planifie, on l'organise et que ça a un sens dans notre parcours. Quel est le sens pour des enfants, et peut-être même un peu plus tard des adultes, de faire des terreurs nocturnes ? Alors, comme je le disais je fais une petite aparté avant de répondre, et il se peut que j'oublie ta question, donc tu devras peut-être me la rappeler. Ok, pas de souci. Il s'avère qu'il y a des choses que je peux transmettre et affirmer dans certains échanges qui sont voués à changer dans le temps. Tu vois, c'est l'évolution propre de chaque être humain, et effectivement, je ne me suis jamais préservée de cette possibilité que mon état de pensée pouvait changer avec le temps. Et plus j'apprends, plus je comprends, plus j'expérimente, et plus je me rends compte qu'il y a quand même des événements dans notre vie qui ne sont pas prévus à l'avance, consciemment en tout cas, qui ne sont pas prévus par notre conscience, et qui sont comme des rendez-vous inopinés, des rendez-vous, un petit peu spontanés, que l'on doit appréhender sans l'avoir prévu, et qui vont certes devenir une forme d'enseignement d'une certaine manière, mais qui n'ont pas forcément de justesse prévue à l'avance. Et j'ai cette sensation que les terreurs nocturnes peuvent arriver dans ce sens-là parfois, pour certaines personnes, de rencontres ou de choses qui se créent
par de multiples facteurs. Et en fait, on doit juste un peu faire avec, ça n'a pas vraiment de sens à la base. Alors oui, ça va nous enseigner des choses, oui, ça va nous servir, on va gagner en force, en conscience, etc. Même si c'est pas toujours le cas immédiatement, ça finit par arriver. Et donc, pour moi, ça reste parfois des rendez-vous, en fait, ça ne sert pas grand-chose à notre évolution à la base, pas dans ce qu'on avait prévu. Par contre, effectivement, dans mon cas, si je dois parler d'un cas que je connais, c'est bien le mien. Je sais que je sais que c'est un apprentissage qui m'a été proposé dès le plus jeune âge. Est-ce que je l'ai prévu à l'avance? Est-ce que c'était prévu avant ma naissance? Je pense que oui, mais je n'en ai pas la certitude. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, ça me donne une expertise certaine dans ma manière d'appréhender les entités, certaines influences cosmiques, énergétiques, même de personnalité. C'est le fait d'avoir vécu des terreurs nocturnes, ça m'a appris à être confrontée à des choses effrayantes tout de suite, et ça m'a enseigné notamment une certaine forme de maîtrise émotionnelle qui est garante de notre sécurité dans certains cas. Et qui est garante aussi du prolongement ou de la fin d'une situation. C'est-à-dire qu'une terreur nocturne, plus on va être dans la peur et dans la réaction, plus elle va durer longtemps. Parce qu'en fait, on donne de la matière éthérique, on donne de la matière émotionnelle à l'être en face qui en a besoin pour faire perdurer. Oui, on la nourrit. C'est ça. Alors que si on apprend cette forme de maîtrise émotionnelle, eh bien effectivement, on se retrouve dans une situation où on peut mettre un terme directement et consciemment à quelque chose que l'on ne souhaite pas voir perdurer. Moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris aussi le contact défunt. Ça m'a appris le contact avec certaines consciences qui sont autres que la conscience humaine ou animale ou végétale, en tout cas dans la matière. Et ça m'a enseigné beaucoup de choses pour le métier pour lequel j'étais destinée, au moins pour quelques années, quoi. Donc là, ça a été intéressant. Mais pour certaines personnes, ça n'a pas... Je dirais pas que ça va forcément les servir dans leur évolution. Par contre, c'est toujours important, je crois, de comprendre ce qu'on vit, de comprendre ce qui fait qu'on le vit aussi, pourquoi ça intervient à ce moment-là, quels sont les facteurs qui font que, et puis comment s'en prémunir aussi d'une certaine manière. Ok. On va revenir parce que je pense qu'on va être en fil rouge un peu avec ton parcours et ce que ça t'a permis, toi, toute cette ouverture au rêve, hein. Mais concrètement, quand on est dans cet espace de rêve, selon toi, dans quel plan on est? Est-ce qu'on est dans un plan astral? Est-ce qu'on est dans autre chose? Et la question derrière, c'est est-ce que quelque part, on récupère notre conscience désincarnée quand on est dans cet état-là? Tu vois, est-ce qu'on est aussi conscient que lorsqu'on est désincarné? Ça dépend du rêve. Du type de rêve, ça dépend de l'état de conscience, de la fréquence dans laquelle on se situe. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors pour moi, le rêve, la plupart du temps, en majorité, il se déroule dans l'éther, dans une sorte d'espace imaginal qui permet le lien entre l'informe, ce qui n'a pas de forme, qui est de l'ordre de l'information, qui a besoin de se mettre en forme pour pouvoir être intelligible. Le rêve, le sommeil, c'est un voyage de la conscience. Notre conscience, elle voyage et elle navigue grâce aux informations qu'elle récolte, et ces informations, elles sont pour le rêve extrasensoriel, mais elles sont quand même basées sur du ressenti, même si du ressenti éthérique, c'est du ressenti, sur de l'image, du son, de l'environnement, et une forme d'espace-temps qui est clairement modifiée par rapport à notre réalité matérielle, mais qui n'est quand même pas inexistante. L'espace et le temps dans les rêves sont complètement différents dans notre réalité matérielle. Donc pour moi, la plupart des rêves ont lieu dans cette sorte d'espace éthérique, de matière éthérique qui peut se mettre en forme pour se rendre intelligible, mais ce n'est quand même pas un retour à notre pleine conscience, à notre conscience, on va dire, supérieure, dans le sens où si n'importe qui a rêvé jusqu'à aujourd'hui a bien compris qu'il ne devenait pas nécessairement quelqu'un d'autre dans le fond de sa conscience quand il rêve. On a quand même conscience d'être nous-mêmes, même si on n'a pas le même corps, on n'a pas forcément les mêmes éléments d'histoire qui interviennent, qu'on n'a pas conscience des mêmes choses sur l'instant, ça reste le même point de conscience. Quand je rêve, je suis quand même moi-même. Je sais pas forcément si je m'appelle de la même manière, etc. Mais
le fond de ma conscience est le même. Donc ça veut dire que je ne suis pas encore dans cet état où, on va dire, la conscience totale de mon âme est existante et visible et perceptible. C'est encore un état légèrement restreint dans la quantité d'informations qu'on récolte. Ok. Alors, je crois pas dire bêtise si je dis que il y a 4 ou 5 cycles de sommeil par nuit, donc 4 ou 5 potentialités de rêves. Est-ce que, tu vois, ces rêves, ils sont tous porteurs d'un message, porteurs d'un enseignement, ou simplement, selon toi, il y a des rêves qui servent simplement je dirais, à assimiler l'expérience d'incarnation, et ça n'a pas d'autre objectif que ça, quoi. Alors, c'est de la même manière, c'est complètement multiple. De ce que j'ai pu remarquer, il y a certains rêves qui vont exprimer, par exemple, des processus qui ont lieu dans notre corps. Des processus de repos, de réparation, des processus liés au soulagement de la douleur, ou même des ressentis corporels. Ça peut être même simplement avec les draps qui nous entourent ou les personnes qui sont à côté de nous. Ça va provoquer une forme de rêve qui va mettre en image, d'une manière un peu artistique, des choses qui sont des informations qui sont sensorielles à la base. Et puis, il va y avoir ces rêves qui sont effectivement des connexions d'informations dont on va avoir besoin dans notre réalité matérielle, par exemple du lendemain, des choses que l'on prépare en amont et qui finalement, même si elles s'expriment d'une manière qu'on ne comprend pas toujours, viennent s'implanter dans nos cellules, viennent s'implanter dans nos différents corps pour justement éveiller le lendemain les outils dont on aura besoin pour affronter, en tout cas pour vivre même avec grande joie la journée qui nous attend. Et puis, alors là c'est encore des facteurs bien plus éloignés, mais selon la phase lunaire, selon le positionnement des planètes, selon le mois de l'année, selon beaucoup de choses, on va avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir et qui vont nous permettre de nous connecter à des fréquences encore plus subtiles et des dimensions beaucoup plus subtiles et qui vont nous permettre de connecter par exemple avec, je sais pas, nos guides, des mémoires qui sont éloignées, des mondes éloignés qui vont donner des rêves extrêmement clairs qui nous semblent être une réalité dans l'irréel parce que le rêve donne toujours un peu cette impression d'irréel alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Donc en fait les rêves n'ont pas tous la même utilité. J'ai remarqué que les rêves les plus intéressants d'un point de vue de l'évolution de la conscience, d'un point de vue de l'information, des enseignements qui nous sont donnés, ont souvent lieu en fin de nuit. Donc une fois que tous les processus, je pense, de digestion, de repos, etc. se sont faits, c'est aussi le moment où le corps a pu se régénérer en quantité de matière éthérique, j'ai envie de dire. Et donc c'est à ce moment-là que notre corps est prêt à nous donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir emmener notre conscience bien plus loin avec de l'énergie et de l'entrain. Ouais, d'accord. C'est la métaphore en gros du téléphone. Tu l'as chargé et puis tu arrives en presque à la fin du pleine batterie et tu peux y aller, quoi. C'est tout à fait ça. Ok. Moi, je fais souvent des rêves que j'appelle des songes, dans lesquels je ressens qu'il y a une empreinte différente. C'est-à-dire que concrètement, je me souviens pas forcément de mes rêves habituellement, mais ces rêves-là, je me souviens et je sais qu'il y a un message et je sens qu'il y a un message. Comment toi, tu comprends la différence entre du coup ces rêves-là, ces songes-là, et qui est à l'origine de ces songes? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est nos guides? Tu vois, là encore, qui vient nous passer tes messages, quoi? Alors, il y a forcément une part de nous-mêmes, toujours, parce qu'on ne vit pas quelque chose qui n'implique pas une part de notre inconscient et une part de notre conscience. Généralement, ces rêves-là, là par exemple pour toi, on me dit que ça marque des débuts et des fins de cycle de certaines choses. C'est comme si on t'informait des grands passages d'un cycle à un autre. Alors ça peut être un cycle lié à ton activité, lié à ta santé, lié à plein de choses. Mais voilà, ça me parle de ça. On est forcément impliqué dans ces processus et je dirais que ce sont plutôt des rendez-vous.
des rendez-vous qui sont pris, qui sont préparés en amont par notre équipe de guides qui supervise un peu tout ça, parce que ça demande quand même une certaine forme de mise en place. Il faut qu'on ait une réserve d'énergie éthérique suffisante, il faut que le placement des astres soit idéal, il faut que notre corps soit aussi dans une condition qui puisse permettre ça, il faut que l'on soit prêt aussi à recueillir l'information, et aussi notre environnement matériel direct va influencer ces potentiels rêves-là. Donc en fait, c'est comme une sorte de projet qui est planifié à l'avance, qui est mis en images, mis en son, mis en couleur, et qui demande à ce que l'on soit impliqué, même si ce n'est pas consciemment. Et ce sont généralement des rêves qui nous font passer des paliers de conscience. On s'en rend pas compte, mais les informations qui nous sont transmises dans ces rêves nous permettent, alors l'image qu'on m'envoie, c'est un petit peu comme si on modifiait un peu les rouages, comment on appelle ça, dans une montre. Mince, j'ai perdu le terme. L'horlogerie, ouais, Voilà, par exemple dans une horloge, on va changer un ou deux rouages, etc., pour faire en sorte que elle soit d'une plus grande précision encore. Et voilà, tu vois qu'elle marque les choses, qu'elle marque le temps d'une manière de plus en plus précise. Et généralement, ce sont clairement des étapes de conscience ou alors des marqueurs d'outils internes, d'outils sensoriels ou extrasensoriels qui s'affinent. Ça, c'est souvent le cas aussi. Ok. Est-ce que cette possibilité de faire ce type de rêve et de recevoir ce type d'enseignement, de message, est-ce qu'elle est liée à la base à ton ouverture spirituelle quand tu es en état d'éveil, tu vois, ton ouverture de conscience, ou est-ce que finalement c'est la même chose pour tout un chacun? C'est une très bonne question, hein, comme d'habitude. Je pense pas que la spiritualité consciente joue forcément un rôle. Et d'ailleurs, j'irais même à l'inverse. Je faisais beaucoup plus de rêves très riches et très parlants à une période donc de l'enfance et de l'adolescence où je n'avais pas encore accès à ces informations de manière consciente. C'est presque comme si cet état de conscience modifié me permettait de capter de l'information que je ne pouvais pas capter en état d'éveil, mais qui devait servir d'une certaine manière à mon évolution autant corporelle matérielle que corporelle éthérique ou autre. Donc, je ne serais pas étonnée que par exemple, quelqu'un de très... de très imaginatif, etc. Parce qu'il y a quand même un besoin de connexion avec son moi intérieur et sa petite voix intérieure. Ça, c'est quand même nécessaire. Donc si je dois stéréotyper un peu les choses, par exemple, la personne qui est purement scientifique, qui a l'habitude d'être très méthodique, mais qui par contre a une ingéniosité incroyable et qui est capable d'aller chercher les petits détails, de relier les informations entre elles et de vraiment de mobiliser plutôt tous les outils psychiques dont elle dispose, elle peut faire potentiellement des rêves très très forts, très très intéressants, très imagés, avec une empreinte particulière, tout simplement parce que son corps mental est constitué d'une certaine manière qu'elle ne pourra pas récolter ces informations-là en état d'éveil. Par contre, elle en a besoin pour son évolution en état d'éveil, donc ça vient pendant son sommeil. En fait, la balance, elle se fait toujours selon les outils que la personne met en place pour elle-même, et ça s'adapte toujours à la personnalité. Donc, je le dirais clairement, pour moi, ce n'est pas parce que vous lisez des dizaines de livres de spiritualité tous les jours que vous allez forcément faire des rêves plus clairs. Là, on est plus... pour faire des rêves plus clairs et avoir beaucoup plus conscience de ce qui se passe la nuit, on a besoin de travailler sur sa conscience. Et on ne travaille pas sur sa conscience en étant orienté sur une information extérieure. Là, ça demande une conscience de soi. Ça demande du silence intérieur aussi, beaucoup, malgré tout. Quand je parle de silence intérieur, c'est d'éviter, par exemple, tous les bruits tout le temps, d'être tout le temps en train de regarder des vidéos, des films, de parler tout le temps à plein de gens. Il faut aussi avoir une certaine conscience de soi. C'est très difficile à expliquer. Être connecté à soi, voilà. Simplement ne pas s'éviter soi-même, je crois. Et ça permet d'être bien connecté au présent, d'être bien connecté à des décisions, des prises de décision. On oriente notre conscience, on suit nos besoins parce que d'une certaine manière, notre intuition va nous guider aussi vers une hygiène de vie
qui va permettre au corps d'être prêt le soir quand il s'endort à pouvoir voyager dans d'autres dimensions. Ça permet aussi d'éviter le brouillard mental et d'éviter toutes les scories émotionnelles, etc. qui vont venir finalement rendre les rêves plus flous qu'autre chose. Je dirais que c'est plutôt une hygiène du quotidien dans la matière qui va favoriser les rêves clairs. En tout cas, c'est mon expérience. Ok. En séance, j'ai parfois des personnes qui viennent me voir et qui me parlent du fait que malgré le fait qu'ils n'aient pas forcément de perception plus que ça, perception extrasensorielle j'entends, ils font des rêves prémonitoires. Tu vois, et ils n'ont pas l'habitude, enfin ils font pas forcément d'autres rêves, en tout cas dont ils se souviennent, mais par contre ils ont des rêves prémonitoires. Et souvent je me pose la question du coup, mais quel est le sens pour ces personnes spécifiquement de faire des rêves prémonitoires? Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement dans leur vie? C'est intéressant. Alors là, je pense que c'est plutôt une question de préparation corporelle. Le corps n'est pas toujours prêt, sensoriellement parlant, à manifester les facultés de l'esprit. Et puis, c'est pas forcément notre chemin non plus que d'expérimenter de l'extrasensoriel, du sensoriel extrasensoriel dans le corps, je veux dire, en dehors d'un état modifié de conscience. Donc je pense que ces personnes-là, elles ont effectivement un esprit qui est très connecté, une connexion à l'intuition qui est certaine, mais ce n'est pas le moment de l'expérimenter dans le corps. Les rêves prémonitoires et les sensations prémonitoires comme ça, je les ai vécues beaucoup dans mon enfance-adolescence et puis ça s'est terminé après. En fait, encore une fois, plus j'avais consciemment, ou plus je faisais en sorte que consciemment je puisse avoir des informations subtiles qui me parviennent en état d'éveil, moins j'en avais dans l'état de sommeil. Ouais, je comprends. C'est ce que tu dis, c'est que c'est un petit peu comme si on avait quelque part des ressources en nous, mais qui sont en état de sommeil, c'est le cas de le dire, et qui, voilà, mais sauf que c'est pas le moment. Donc ça s'exprime comme ça, mais on peut imaginer que plus tard il y a un terrain fertile, disons, pour développer autre chose. Alors le terrain, il est déjà fertile. Après, est-ce que ça donnera quelque chose plus tard ou pas? Peut-être pas, parce qu'en fait, c'est à la personne de décider. Libre arbitre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de libre arbitre. On a toujours cette liberté, d'une certaine manière, de choisir ou non de développer un outil. Moi, par exemple, lorsque j'étais enfant, adolescente, je sentais la mort arriver. Et généralement, j'avais quelques éléments qui me parvenaient sur est-ce que c'est quelqu'un de proche ou pas. Mais c'était encore assez flou. Et généralement, ça se vérifiait toujours. C'est-à-dire que dans les jours qui suivaient, j'apprenais la mort de quelqu'un. Et ça, j'en avais pas envie, en fait. Ouais, c'était un peu particulier. Bon, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les ressources pour comprendre ou appréhender ça. Donc ouais, j'ai pas voulu en faire quelque chose et ça n'a rien donné de spécial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux prévoir, par exemple, dans mes proches, par exemple, ça m'est arrivé dernièrement, je savais si la personne allait survivre à cette maladie ou pas. Je savais qu'elle allait mourir et donc je me suis préparée à sa mort, ça je le savais. Mais parce que d'une certaine manière, consciemment, j'ai voulu me connecter à ça et m'y préparer. Ça n'est pas arrivé comme ça en pleine face où je me lève le matin et je sens que la mort est là, quoi. Oui. Truc. Tu vois la faucheuse là avec la. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi. Ta porte d'entrée. Bonjour. On a demandé un mort ici. Non, mais ce sont des facultés effectivement qui sont latentes, mais c'est important que les gens comprennent deux choses. Ce n'est pas parce qu'on veut développer une médiumnité qu'elle va se développer, et ce n'est pas parce que la médiumnité se montre sur certains petits éléments qu'elle va forcément grandir. C'est pas nous qui décidons de tout. Voilà. C'est pas nous être incarnés, en tout cas qui avons ce qui décidons, mais peut-être que c'est nous être des incarnés en tant que conscience supérieure qui avons l'idée plus vaste de tout ça, quoi. En fait, c'est une répartition des tâches. Notre conscience supérieure, elle va planter les graines, et c'est à nous ensuite de les arroser ou non. Notre conscience
on va dire inférieur, même si c'est très grossier de dire ça, ça permet de bons repères. Nous, on peut choisir d'arroser le terrain et de faire en sorte que la graine pousse ou non. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans le sens où je vois pas, par exemple là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certaines personnes qui voient leur médiumnité se développer dans des périodes très sombres de leur vie, eh bien c'est pas plus mal qu'elles le mettent un petit peu en attente, parce que ça ne va pas permettre des choses, des expériences qui sont très reluisantes, et ça ne va pas l'aider dans son évolution. Donc le terrain est là, c'est ce que j'ai vécu aussi dans mon enfance, au final. Le terrain fertile est là, la possibilité est là, mais peut-être que ça s'ouvrira vraiment seulement plus tard, lorsqu'elle choisira consciemment de le développer, et qu'elle sera dans une période beaucoup plus favorable de son existence. Ouais. Je fais une petite aparté, mais ça m'amène une question. Est-ce que cette médiumnité, elle peut disparaître d'un coup sans que ce soit notre volonté quelque part? Je dirais non, sans que ce soit notre volonté. C'est pas facile de répondre à cette question, parce que j'essaie toujours, dans les réponses que je donne, de me fier à des choses que j'ai vécues. Je veux pas partir sur du théorique pur, c'est que j'essaie toujours de calquer ça à de la mémoire, à du vécu, ou même du vécu de personnes autres que moi-même. Je n'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant de personnes qui aient perdu leur médiumnité de manière définitive, inconsciemment. Généralement, on perd ses facultés parce qu'on s'en détourne, et généralement c'est dans l'enfance ou dans l'adolescence, soit parce que c'est une médiumnité qui est vécue de manière traumatique, soit parce qu'on nous répète que c'est notre imagination et qu'on doit arrêter ce genre de choses, soit parce qu'on a des peurs terribles, voilà, tu vois. Et généralement, c'est toujours plus ou moins conscient. J'ai plutôt rencontré des personnes qui développaient une médiumnité sans s'y attendre, et puis il y a une médiumnité qui part plus après, qui est complètement ouverte, que l'inverse. Par contre, il existe des phases où la médiumnité s'éteint momentanément, et puis elle revient plus tard. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc c'est possible, par exemple, moi je l'ai vécu dans mes rêves, j'ai vécu une longue période de rêve qui franchement n'avait pas grande valeur, en termes d'information, en termes de connexion, en termes de qualité. Je crois que j'ai eu bien 1 an et demi, 2 ans de rêve qui n'étaient pas... Pas foufou, quoi. Ouais, non, pas foufou. Moi, je m'éclate dans les rêves, parce que c'est vraiment... depuis que je suis enfant, je me couche le soir en me disant « Qu'est-ce que je vais voir cette nuit ?» Ouais, c'est passionnant. Enfin, j'ai 2 vies. Moi, je considère que j'ai 2 vies. Et toi, tu t'en souviens, du coup, ça veut dire le matin, là, si on dit qu'on a plusieurs cycles, tu te souviens de tout ce qui s'est passé dans tous tes cycles? Non, pas tous les cycles. Il y a certaines nuits de qualité où oui, je peux me souvenir de 5-6 rêves. Alors, un petit tips pour ceux qui ont envie de se souvenir de leurs rêves. Truc et astuce. Monsieur bricolage cosmique. J'ai remarqué, donc j'aime beaucoup faire ça. Il y a longtemps que j'ai pas pu le faire, mais en fait, il y a une période où mon conjoint se levait beaucoup plus tôt que moi, et donc il partait et moi je restais couchée. Et donc forcément, quand on est seul dans son espace de sommeil, c'est beaucoup plus facile d'avoir un sommeil apaisé, des rêves clairs, etc. Parce qu'il n'y a pas de bruit extérieur qui font que notre conscience reste un peu plus bas. Et j'avais une fenêtre d'1h30, 2 heures où je pouvais dormir seule. Et donc ce que je faisais, c'est que je me mettais... ça peut paraître très chiant, mais c'est très chouette. Je me mettais des réveils tous les quarts d'heure. Non mais vraiment, ça paraît très chiant comme ça, mais je vous promets que c'est chouette. Et en fait, non seulement cette dame ça me n'est faisait pas normale. Mais qui est-elle? Non seulement ça fait des fenêtres de sommeil hyper qualitatifs, parce que c'est un sommeil léger qui est hyper réparateur, mais en plus, c'est quasiment que du sommeil paradoxal, et donc tous les quarts d'heure, je faisais un nouveau rêve. Et tous les quarts d'heure, j'allais dans un nouvel endroit, et j'ai même réussi plusieurs fois, et j'y arrive un peu plus facilement maintenant, à me réveiller et faire en sorte que le rêve continue dans mon cycle d'après. C'est un super élément de travail pour ceux qui ont envie de se faire CHIER le matin. C'est ça. C'est ça, pour les gens qui aiment souffrir. Non, en réalité, j'aime vraiment beaucoup cette technique, et même mon conjoint, qui n'aimait pas du tout le principe de se réveiller tous les quarts d'heure, l'a mis en place. Non seulement je trouve qu'on se réveille mieux, parce que, par exemple,
Ce que je conseille, même en termes de fatigue, hein, on parle de sommeil et de rêve, je crois qu'on est dans le thème. J'ai remarqué que, par exemple, si on se met un premier réveil 3/4 d'heure avant, faut un bon sommeil quand même, hein, faut se rendormir facilement, tout ça, ça nécessite quand même un certain type de sommeil. Mais quand on se met un premier réveil 3/4 d'heure avant, et qu'on fait 2 répétitions, par exemple, donc une répétition 15 minutes après et une autre 15 minutes après, ça permet de préparer notre conscience au réveil. Donc on se réveille une première fois, on redescend dans son corps tranquillement. Et comme on est toujours dans un état modifié de conscience, ça favorise non seulement le rêve, mais ça favorise aussi la préparation du corps à la remise en route. J'ai remarqué que, parce que, notamment pour les enfants, c'est terrible pour les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui partent très 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 loin pendant leur sommeil, parce qu'en fait ils sont encore très jeunes. Généralement j'ai remarqué que ce sont les enfants jusqu'à je dirais 4 ans, ouais peut-être 4 ans, 4-5 ans, qui partent tellement loin dans leur sommeil parce qu'ils sont encore très connectés à leur avant-vie, à leur être multidimensionnel, qu'ils ont cette facilité à partir. Par contre, quand ils doivent revenir, que le réveil sonne et qu'on doit les lever d'un coup, on sent qu'ils sont complètement à côté de leur pompe, que c'est même physiquement douloureux pour eux de se réveiller. Et d'une certaine manière, je crois que de fractionner les réveils, quitte à ce que ce soit un chouïa plutôt, alors je garantis pas, je suis pas psychologue de l'enfance ou quoi que ce soit, mais moi en tout cas, je le vivais mieux comme ça, de fractionner les réveils, peut-être de revenir réveiller 10 minutes après le premier réveil, puis 10 minutes après le deuxième. Bon, faut pas que ça dure 15-20 fois non plus, mais histoire que ce soit pas trop abrupt. Et pour les adultes, ça aide aussi. Et voilà, autour de moi, les personnes qui ont testé trouvent que ça aide aussi. Ouais. Toi, du coup, concrètement, alors dans tous ces rêves que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux récupérer comme type d'information ? Il y a plein de trucs chouettes. En termes d'attrait ou en termes d'évolution Tu choisis. Parce qu'en fait, mes rêves préférés, ce sont ceux qui me montrent des villes ou des planètes d'ailleurs, en fait, d'autres endroits. Et ce qui est très chouette, c'est que j'ai la chance, alors régulièrement, je dirais une fois tous les ans ou tous les 2 ans, de revisiter certains lieux que je vois depuis que je suis petite. Je vois par exemple, juste pour l'anecdote, je trouve ça chouette, mais on m'emmène souvent dans une sorte de ville qui ressemble beaucoup à, je dirais, tu vois, les beaux quartiers de Paris avec les beaux bâtiments qui ont des moulures, etc. Ça ressemble beaucoup à ça. Et en fait, il y a une galerie marchande qui fait certainement des kilomètres de long, vraiment, en ligne droite. Et tu es obligé, c'est un peu un Ikea de l'espace, tu vois. T'es obligé de passer par toutes les boutiques tu dois traverser toutes les boutiques pour aller de la première à la dernière. Sauf qu'en fait, c'est des boutiques qui sont juste magiques. Enfin, les couleurs sont incroyables, les objets sont incroyables. Il y a beaucoup de choses fabriquées à la main, beaucoup de choses très en lien avec les esprits de la nature aussi. Tu vois, bon, ça a aussi un rapport avec l'attrait de mon âme et de mon esprit, hein. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Toutes les couleurs sont... En fait, j'ai l'impression qu'en rêve, quand on est dans un état modifié de conscience, tout est plus beau. Vraiment, quand je reviens sur Terre, je me dis « Waouh, les couleurs sont hyper ternes ici, en fait. » Même le ressenti, quand tu regardes les objets, ça m'arrive des fois, le truc que je déteste faire dans la réalité, je le fais dans les rêves, tu sais, je fais des magasins dans mes rêves, mais parce qu'en fait, c'est pas fatigant dans mes rêves. Et c'est surtout que à chaque fois, je trouve que même les matières sont incroyables, tout est incroyable. Il y a une espèce de bombe sensorielle de tout est magnifié. Simplement, tout est magnifié. Et je crois que c'est ça que j'en retire le plus. C'est cette conscience encore plus accrue que sur Terre, on a accès à des choses merveilleuses. Faut quand même qu'on se le dise, il y a des choses merveilleuses sur Terre, si on parle juste de la Terre en elle-même. Mais par contre, ça manque un petit peu de saveur, quoi, par rapport à ce qu'on connaît de l'autre côté. Ouais, c'est ce que témoignent un petit peu les gens qui ont fait des expériences de mort imminente. C'est-à-dire que tout est plus beau, tout est plus... les musiques sont incroyables, il y a tout un tas... Voilà, l'environnement est magnifié, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et puis, je sais pas si je dois donner d'autres exemples. Il y a certains rêves qui marquent.
qui marque pour toute notre vie. Et même si on a la sensation qu'il ne dure pas longtemps et qu'en soi, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui se mettent en lumière dans ce rêve, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui nous marque. Et je me souviens d'un rêve où je rejoignais, je ne sais pas exactement qui, mais je pense que c'est mon équipe de travail de là-haut. Je me retrouvais sur un sommet de montagne, habillée dans une sorte d'habit en lin. Je pense que c'était du lin avec une ceinture en corde. C'est vraiment stéréotypé en plus, hein, ou caricatural plutôt. Et je rejoignais toute une équipe d'amis. Je les voyais vraiment comme des amis. Alors, il y avait que des hommes, a priori. J'étais la seule femme. D'ailleurs, j'avais une robe d'une couleur différente de la leur. Et ils m'attendaient. Et alors, là, c'est le petit instant mégalo. Ils m'applaudissaient. Non, je vous assure, j'ai pas le boulard autant que ça dans la réalité. Mais c'était vécu, au-delà de toute vanité ou quoi que ce soit, c'était vraiment vécu comme une reconnexion avec une équipe d'amis. J'avais l'impression de revenir presque dans une sorte de famille, dans un espace qui finalement représente ce que je me sens être même là en tant que Léa. Si je devais imager mon environnement idéal, celui qui me représente, c'est bien un sommet de montagne avec un ciel radieux. C'est là-dedans que je me vois, tu vois. Et donc, ce rêve-là était fou, et je sais qu'il m'a connecté il m'a reconnecté avec ces amis-là. Parce que j'en ai eu juste conscience. Après... ça peut connecter aussi à des facultés nouvelles. Il y a certains rêves qui m'ont connecté à une connexion. Waouh, faut mettre ça en mots. Une conscience plus accrue des directions que peuvent donner nos choix dans notre existence. C'est-à-dire qu'on m'imageait vraiment les choses que lorsqu'on choisit une direction, ça change toute l'orientation de nos futurs possibles. Oh là là, mettre en mots, ça c'est compliqué. Si vous êtes endormi ou si vous avez perdu vos neurones en 2 secondes, c'est normal. C'est en fait, alors là par contre, ça initie quelque chose qui pour moi est très très important, c'est que généralement, quand on fait des rêves très conscients qui nous connectent à des enseignements très particuliers, on se rend compte que quand on le vit dans le rêve, on est dans le rêve là, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous... on constate que l'espace, le temps, la complexité de certaines informations, la compréhension qu'on a de tout ce qui est autour de nous est incroyable, et lorsqu'on se réveille, on perd tout. Ça nous paraissait d'une logique incroyable de l'autre côté, et quand on revient ici dans notre corps, on se dit « Waouh, en fait, c'est impossible de concevoir ça avec un cerveau humain. » Pourtant, notre conscience, elle était tout à fait OK avec le principe dans le rêve. Là, c'est une reconnexion avec ce qu'on vit quand on est dans l'éther, même dans l'après-vie. Hein. Je pense que certaines personnes, effectivement, tu le disais, qui ont vécu des expériences de mort imminente, vont reconnaître ce que je dis là. Je pense que certaines peuvent le reconnaître. Ouais, ou même parfois, c'est mon métier, donc je l'ai expérimenté moi-même, même sous état d'hypnose, quand on va loin, quand on est vraiment dans le lâcher prise, on peut arriver à connecter à des choses des dimensions où tu parlais de reconnexion avec des êtres familiers ou des énergies familières. Moi, ça m'est arrivé, et c'est vrai que c'est très déstabilisant après de revenir à la réalité, parce que c'est deux salles, 2 ambiances, quoi. Oui, et puis je sais pas si t'as déjà essayé de raconter à quelqu'un cet état de conscience. Non, t'as l'impression que je sais pas trop. Oui, grand bien te fasse, parce que c'est généralement un échec. Tu te rends compte que même si notre langue française, par exemple, est d'une richesse incroyable, et qu'il y a même des langues encore plus riches que la nôtre, en termes de quantité de mots et de quantité de qualificatifs, en fait, ça reste très pauvre par rapport à la complexité et la richesse d'informations qu'il y a de l'autre côté. Et c'est en ça que je trouve le mécanisme du rêve incroyable, c'est que c'est comme une sorte de témoin de ce qui est, de ce dont nous avons conscience tout au long de notre existence en tant qu'âme, et auquel nous devons partiellement renoncer pendant une période donnée d'incarnation. Est-ce que
Est-ce que selon toi, c'est facile, c'est un processus facile pour nos défunts que de venir nous passer quelques messages dans nos rêves où, tu vois, on dit souvent que c'est la porte d'entrée prioritaire de nos défunts. Est-ce que c'est quelque chose de facile pour eux? Non, non, non. Non, parce que, alors, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de ce mécanisme, mais pour avoir plusieurs fois demandé des rêves à des proches défunts, etc., je me suis bien rendu compte que généralement, il y avait une latence, un temps de latence entre le moment où on fait la demande et le moment où ça se concrétise, et ça peut même se compter en semaines, parfois. Et surtout, ils sont généralement... quand c'est eux qui les initient, concrètement, ils sont générateurs d'une telle quantité d'énergie éthérique que ça demande encore une fois une préparation qui est conséquente, quoi. Et ça se ressent d'autant plus que, en fait, plus le rêve va être marquant, fort, plus il va être riche en matière éthérique, plus on va avoir la possibilité de s'en souvenir une fois qu'on sera réveillé. Et c'est bien le but aussi. Que nos défunts nous envoient ce type de rêve, c'est qu'à la fois, eux, ils puissent le faire, qu'ils puissent nous communiquer certains messages, qu'ils puissent les mettre en forme, et surtout qu'on s'en souvienne, et que ça ne porte pas préjudice à la fois à leur qualité énergétique, mais aussi à la nôtre. Donc en fait, c'est un petit peu comme on fait nos valises et on prévoit nos vacances, et puis on part en vacances pendant 2 semaines et on revient. On n'est pas toujours les plus reposés non plus parce que c'est toute une logistique qui fait que certes, on a vécu quelque chose de différent, ça nous a marqué, mais en termes de repos, c'est pas toujours ça, tu vois. C'est la même chose pour des rêves que nos défunts nous envoient. Ça demande une préparation, ça demande un certain état de conscience sur le moment. Et ça demande aussi après une sorte de redescente et de préparation inverse, quoi. C'est de préparation de sortie de cet état de rêve. Donc non, c'est pas facile pour eux. Et d'ailleurs, certains défunts, pendant une longue période, ne le pourront pas, tout simplement. Il faut qu'ils soient sur un état de conscience et dans un espace qui ne soit pas celui lié à la Terre, généralement. Si on voit un défunt lors de notre sommeil, alors qu'il vient juste de décéder, par exemple, généralement, on va avoir tendance à le voir factuellement à côté de notre lit parce qu'on se réveille et qu'on voit qu'il est là à côté du lit, ou on va avoir l'impression qu'il est là à côté, parce qu'en fait, c'est plutôt ça, et d'ailleurs, c'est même plutôt une forme de sortie de corps, c'est notre sortie de corps qui nous permet de les voir, mais c'est pas un rêve. C'est simplement notre conscience qui voit ce qui se passe autour de nous et qui voit le défunt à côté du lit. Par contre, on va dire une fois la première année post-décès révolue, là, on va avoir affaire à un esprit défunt qui a déjà passé certaines étapes d'évolution, qui s'est libéré de certaines couches éthériques liées à son ancienne vie et qui va pouvoir générer des rêves conscients, des rêves... voilà, des choses qui sont plus dans la construction éthérique, qui n'est pas possible avant. Toi, dans tes rêves, est-ce que tu as la sensation de diriger le rêve, tu vois, d'avoir, de choisir quelque part, d'être en conscience, tu sais, la fameuse, ce qu'on appelle je crois que c'est les rêves lucides, ou en tout cas, voilà. Est-ce que toi, c'est ce qui se passe? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on en arrive à ce stade-là? Alors là, on arrive sur une étape que je suis moi-même en train de travailler activement, et donc je ne peux pas me permettre d'affirmer quoi que ce soit. Donc ce sera simplement du vécu. J'ai expérimenté plusieurs rêves lucides, mais jusqu'à maintenant, ce n'étaient pas... Les seuls rêves lucides que j'ai pu expérimenter, ce sont ceux que j'ai voulu prolonger. C'est-à-dire que je fais un rêve qui me plaît, je me réveille, je me dis « Oh non, il est terminé, moi je veux que ça continue !» Et donc je me replonge consciemment dans ce rêve en faisant en sorte qu'il perdure et je me rendors et il continue. D'accord. Ce qui est déjà pas rien. Ça, généralement, j'en parle à pas mal de personnes autour de moi et c'est pas quelque chose de très commun. Ça demande certaines prédispositions, mais qui pour ma part ne sont pas conscientes. Par contre, et ça mêle ta question d'avant et celle de maintenant, le dernier rêve lucide que j'ai fait, c'était des retrouvailles avec mon grand-père, mon premier grand-père, le premier qui est décédé en tout cas lorsque j'étais toute petite. Et la dernière fois qu'il est venu me voir en rêve, c'était pour me signifier qu'il partait.
pour une longue période et que je ne le reverrai pas avant un moment parce que je m'accrochais trop à lui. Et donc j'avais 6 ans ou 7 ans, je crois. Voilà, on va dire que c'était avant mes 10 ans. Et donc le rêve lucide dont je parle, qui l'impliquait, il date d'il y a 6 mois. Donc j'ai passé quasiment 20 ans sans avoir de ces nouvelles. Ok, ah oui. Et donc ce rêve-là a été très particulier parce que je me suis retrouvée dans un environnement que je ne connaissais pas, une pièce particulière. Voilà, ça n'a pas grande importance. Mais je crois que de le voir lui, ça a déclenché un état de conscience mentale qui m'a permis de finalement prendre le contrôle, en tout cas la maîtrise de ce rêve. Et de choisir ce qui devait se passer. Et donc j'ai pu avoir une discussion consciente avec lui. J'ai pu lui parler directement et je pense qu'en fait c'est cet état de surprise qui a généré comme je dis, une conscience mentale et qui a généré une forme de petit vortex éthérique qui fait que là j'ai pu sortir d'une forme d'hypnose, j'ai envie de dire, qui peut avoir lieu en rêve. Et dans ce rêve-là, d'ailleurs, c'est moi qui ai décidé d'en repartir. J'ai décidé que c'était le moment de partir. Alors c'est très rigolo, hein, parce que dans ce rêve-là, je me suis dit, bon, maintenant, je fais comment pour me réveiller? Concrètement. Et le processus est intéressant parce que moi, ça m'enseigne des choses, donc ça peut enseigner des choses aux personnes qui nous écoutent. J'ai pas encore tous les tenants aboutissants. Vraiment, j'en parle en tant qu'observatrice. Je me suis dit, bon, alors là, il faut que je me réveille maintenant. Bon, alors j'ai essayé de sauter, de taper du pied, de sauter sur moi-même, de faire des gestes et tout, j'y arrivais pas. Je me réveillais pas. Et à un moment, je pense que c'est une autre portion de ma conscience qui a pris la relève et qui a généré un état de peur. Il s'est passé un truc qui m'a fait peur et qui m'a permis de me réveiller. C'est-à-dire que dans un rêve qui se passait plutôt bien, hein, une conversation avec mon grand-père, etc., d'un seul coup, il y a un gars qui est arrivé avec une arme à feu dans la main et qui l'a pointée sur moi. Bah, généralement, on n'est pas très à l'aise, quoi. Je dis, réveille-toi maintenant. Ok. Oui, on expérimente à la dure ici. Et en fait, donc comme je l'ai dit, j'ai pas d'explication, mais je pense qu'il y a une part de ma conscience qui s'est dit bon bah là il faut générer un état un état émotionnel qui va faire qu'il y a un outil de sécurité, voilà, un état de stress qui va activer un mode de sécurité et qui va me réveiller. Et ça c'est vrai aussi pour les projections, pas les projections mais les voyages astraux. Quand on sort de son corps et qu'on voyage dans l'astral, à partir du moment où on rencontre une situation qui nous met en inconfort, en stress ou dans un état de peur, on a de facto un outil de sécurité qui se met en place et qui nous ramène direct au corps. Toute information de stress est directement envoyée au corps et c'est lui qui nous rappelle en fait, qui nous ramène. Et donc, je pense que pour terminer un rêve, il faut réussir à maîtriser cet outil-là. Alors essayons de le faire avec un petit peu moins de bizarreries. Un flingue sur la tempe, c'est ça? Oui, c'est ça. On essaie de faire plus soft. Il y a d'autres options. Voilà, il y a d'autres options, exactement. Mais c'est intéressant parce que c'était vraiment le paroxysme. Enfin, ça a été suffisamment fort pour que je comprenne le mécanisme qui s'est mis en œuvre à ce moment-là. Et de la même manière, des rêves qui ne sont que des rêves, on va dire, non maîtrisés, où on est dans une forme d'état d'hypnose, peuvent, dans leur déroulement, créer en nous un stress qui fait que ça devient un rêve lucide et que ça peut même devenir un voyage astral. Ah, ok, intéressant. Donc le rêve devient un tremplin pour que notre état de conscience change et que notre état mental nous permette une conscience mentale, quoi. Et donc là, on choisit ce qui se passe, ça m'est arrivé aussi, et ça nous permet de prendre conscience que déjà, on est dans un rêve, on prend des décisions. Par exemple, je vais parler d'un rêve particulier qui m'a marqué il y a quelques années et qui a fait cette triple étape. Je suis dans un rêve où je suis dans une tour, je suis en train de descendre un escalier et en fait je sens qu'il y a un danger, quelqu'un qui me poursuit et donc je dois prendre des décisions. Et cet état de stress me rend lucide dans le rêve. Donc là c'est pas très agréable parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui veut nous tuer. Encore une fois, c'est vrai, il y a beaucoup de morts dans cette histoire.
il y a quelqu'un qui veut me faire du mal et donc je dois prendre des décisions. Bon, je prends des décisions, il se passe plein de choses, machin, et pouf, en fait, cet état de conscience et de lucidité m'envoie directement dans un autre espace, en voyage astral, dans une pièce où je regarde mes mains. Je me dis, mais c'est drôle parce que je vois mes mains, mais c'est pas vraiment mes mains. Et je vois une pièce. Je sais que c'est une chambre qui existe sur Terre. Je sais pas à qui elle est. Peut-être une chambre d'amis ou un truc. Je peux la décrire du début à la fin, dans le moindre détail. Et il a fallu que je trouve un moyen de me réveiller là aussi, de revenir à moi parce que je ne reconnaissais pas cette pièce. Mais je savais que j'étais en voyage astral, dans le sens où c'était pas un rêve lucide, c'était un endroit dans lequel je me retrouvais, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc, un rêve normal peut donner un rêve lucide qui peut donner un voyage astral. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ça fait écho avec une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps dans un rêve, justement, où c'est effectivement une situation, ça part d'une situation un peu stressante. Et dans cette situation, je suis moi aussi poursuivi. Et en l'occurrence, je suis avec mes enfants. Et du coup, l'inconfort, c'est à la fois d'être poursuivi et à la fois le danger que tu fais courir à tes enfants. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un arrêt sur image. Et on me dit, mais en fait, tu peux choisir. Tu peux choisir les protagonistes de ton rêve. Et du coup, je dis, je vais enlever les enfants. Et je continue le rêve, mais c'est juste moi qui vais être poursuivi. Et puis après, je me retrouve dans une issue, et il y a à nouveau un arrêt sur image, et on me dit, mais en fait, tu peux choisir une autre issue. C'est toi qui es maître du truc. Et en fait, tu vois, tout ça, tout l'enseignement derrière, c'était, tu peux prendre le contrôle de ton rêve. Et comme tu disais, d'une situation de stress, on arrive à cette situation de rêve lucide. Donc c'est rigolo parce que ça fait bien écho à ce que tu disais, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça, et ça met aussi en avant la non-linéarité de l'état de conscience du début du rêve jusqu'à sa fin. C'est-à-dire que, tout comme par exemple, certainement que pendant notre échange, notre état de conscience, il se modifie sans cesse. De l'extrême concentration, par exemple, à ce que tu me dis, ou de la concentration à une image plus subtile. Tu vois, notre conscience, elle est mouvante. Et bien dans les rêves, c'est la même chose. Il va y avoir parfois, donc comme tu l'as très bien décrit dans ce rêve-là, des phases où tu as l'impression, ou en tout cas, c'est même pas une impression, parce que tu te poses même pas la question, tu ne maîtrises pas les événements. Ton état de conscience n'est pas propice à la prise de décision. Et puis, tu as des états de conscience particuliers, des fenêtres d'état de conscience qui te permettent là de choisir l'issue. En fait, c'est la métaphore parfaite de notre existence. À partir du moment où dans notre existence matérielle, on vit cet état d'hypnose constant, ça ne signifie pas qu'on ne prend jamais de décision. Par contre, ça nous montre bien que plus on cultive l'état de conscience et les décisions conscientes, moins on va subir d'état d'hypnose. C'est la métaphore parfaite. Eh bien, c'est peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter. À moins que tu aies d'autres sujets dont tu souhaitais absolument nous parler par rapport à tes rêves. Et je pense qu'on pourrait faire un épisode 2 de ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que tu souhaites nous partager une autre expérience ou une autre compréhension par rapport à ce sujet ? Il y a énormément de choses qui pourraient être dites. D'ailleurs, ça fera l'objet un jour de transmission de ma part, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de proposer aussi tous les petits conseils, les petites choses que j'ai découvertes grâce au rêve et au sommeil. Moi, ce que je demanderais peut-être aux personnes qui nous écoutent, c'est que si elles ont des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, des expériences aussi qu'elles ont pu vivre au travers du rêve et du sommeil. Je me permets de faire cette petite proposition dans ton podcast, mais ça pourrait être intéressant parce que y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément lors de nos échanges et qui pourtant seraient extrêmement pertinentes. Et moi, je serais très intéressée d'avoir les questions des personnes qui écoutent. Je n'ai pas la sensation d'avoir autre chose à partager consciemment. Je dirais que ce soit dans le rêve ou dans notre vie matérielle, le tout c'est de donner de la force et de l'assise à notre conscience. Plus on va s'habituer à utiliser nos outils naturels de décision, d'orientation, des choix, d'intention, plus on va vivre des étapes de vie et de sommeil conscientes, dans tous les cas.
Et donc je crois que d'une certaine manière, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, le tout c'est de se rendre compte que même si on part d'un état de conscience que l'on a l'impression de subir, on a l'impression de subir notre vie ou subir nos rêves, ça peut complètement être transmuté simplement grâce à la volonté. Voilà, faites des exercices tous les jours, des demandes avant de dormir. Ah si, on me dit de préciser quelque chose. Alors vas-y. Pour les personnes qui font beaucoup de pratiques énergétiques dans la journée, des soins, des accompagnements particuliers, des choses comme ça, ça mobilise une très très grande quantité de matière éthérique, d'énergie, et donc ça n'est pas favorable à des rêves clairs. Donc si vous voulez travailler, si vous voulez avoir des rêves plus clairs et plus conscients, choisissez de faire vos exercices des jours où vous n'avez pas de soins, pas d'accompagnement et pas de pratique qui mobilise cette quantité d'énergie-là. Ça, c'est important. Et autre conseil, essayez d'intensifier vos exercices lors des phases de nouvelle lune, qui sont beaucoup plus propices aux rêves clairs et qui sont éloignés des problématiques corporelles. Eh bien, conseil bien noté. Et c'est une très bonne idée, l'histoire des questions. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez, alors sur les applications de podcast, c'est plus compliqué, mais sachez que tous ces épisodes, ils sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Donc n'hésitez pas à poser ces questions ou à nous contacter aussi via nos profils Instagram. Et avec plaisir, toi ou moi, on y répondra. Voilà, quand on pourra. Oui, avec grand plaisir. S'il y a suffisamment de questions pour faire une partie 2 ou s'il y a suffisamment d'attrait pour ce sujet de la part des internautes, on en fera un deuxième avec grand plaisir. C'est un sujet que j'adore, hein, donc vraiment. Puis c'est toujours un plaisir. Il y a de la matière, Très bien, merci Léa encore une fois pour toutes tes réponses à ces questions, pour ton partage d'expérience qui est toujours passionnant. Et merci évidemment à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup et merci pour tous vos retours. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Vraiment, ça fait très chaud au cœur. On s'amuse beaucoup lors de ces échanges. Donc, tant que vous appréciez, nous on continue. Oui, tout à fait. Allez, à bientôt. À bientôt.